Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on va parler d'une des compétences les plus importantes au XXIe siècle, la prise de décision. Yes, Colm, on est de nouveau là avec notre 50e épisode. Et puis pour ça, là, j'ai un petit surpris. Ouais, on est finalement là, la 50e épisode. C'est incroyable. Ça fait beaucoup de contenu, beaucoup de minutes passées avec vous, chers auditeurs, passées avec toi, Robin. Aïe. Quel plaisir. Et puis on se retrouve dans un cadre qui est super sympa au Moxie à Sion. Yes. Donc aujourd'hui, on va parler de la prise de décision. Tu as pris des décisions dernièrement, Robin? Je pense tous les jours, on prend des décisions, quoi. Ouais. Ça commence avec des petits trucs, déjà, comment tu te vas habiller le matin, qu'est-ce que tu veux manger. Donc on est, je pense, toute la vie, chaque jour, on est confronté à des prises de décision, quoi. Après, certains sont plus chauds à faire, d'autres sont plutôt des habitudes, presque. En fait, c'est une compétence qui est une des plus importantes au 21e... Enfin, un soft skill qui est une des plus importantes au 21e siècle. Et surtout quand on se dit que en fait, c'est pas seulement dans le cadre du boulot qu'on prend des décisions. Elles sont peut-être plus importantes sur certains aspects, mais dans votre vie sociale et dans votre vie personnelle, la prise de décision, c'est un truc que vous affrontez chaque minute, tout le temps. Yes. Et puis pour ça, on a pensé de parler aujourd'hui un peu dans le podcast autour de ça. Ouais. Ça va être quand même accès focus business, c'est clair. Ouais. Et puis aussi accès un peu plus au niveau groupe, quoi. Ouais. Pas personnellement, mais plutôt décision des groupes, quoi. Ouais, ça va avec la tendance de la collaboration qu'on aborde quasiment dans tous nos podcasts. Travailler ensemble, faire de l'innovation ensemble, créer des nouvelles choses ensemble, créer des startups, etc. Tout ça... Ça demande aussi des prises de décision qui sont souvent à plus de 2, 3 ou 4 personnes. Ouais. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on prend il y a différents modèles qui existent, etc. Des modèles de décision qui sont beaucoup plus importants. Rien qu'à prendre aux États-Unis, tu sais que les élections, ce n'est pas seulement à la majorité. Donc, par exemple, lors des dernières élections, Donald Trump avait, je crois, plus de votants, de nouveau avec des pincettes, plus de votants que son opposition. Mais vu qu'en fait, ils avaient des comtés qui avaient le pouvoir législatif, c'est quand même l'autre président qui est passé. Donc, on voit que créer un cadre autour de la prise de décision, c'est important. Et peut-être on peut en parler un peu de nos expériences personnelles, Robin. Ouais, je pense qu'on va rebondir un peu sur les expériences qu'on a fait en Team Academy parce que c'est un bon exemple, parce qu'on était 16 personnes, 17 personnes au début de la formation. Et puis, on a eu un système qui était quand même assez... je dirais, on a tout pris en charge, alors on a tout pris en compte, je veux dire. Alors chaque personne a eu son avis ou à la légalité justement de la parole, quoi. Donc c'était, je pense, un expériment dans l'extrême, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même pas 17, 20 personnes autour d'une décision. Sauf peut-être dans les États-Unis, dans les grandes... mais même en entreprise, tu peux avoir quand même des comités à 10, 15 personnes qui prennent des décisions. Oui, mais c'est quand même dans les très très grandes structures. Ouais, je pense que c'est dans les grandes structures, effectivement. Dans les quotidiens, on est quand même des 5 personnes, 6 personnes, ça dépend un petit peu, quoi. En général, on essaye toujours d'être un nombre impair. Okay. Comme ça, si on passe au moment du vote, il y a toujours 3 à 2. Ouais, ça c'est... Ouais, si on ne trouve pas la solution, ça vient après des systèmes comme ça qui sont si établis des années maintenant. Comment on peut faire quand même, justement aussi avec des actionnaires, par exemple, celui qui détient plus des actions, plus puissant au niveau des votations, ou il y a le dernier mot, justement. Je pense que l'exemple de la Team Academy, on était cette entreprise de 17 personnes, c'est hyper pertinent. Je me rappelle l'évolution qu'on a eue. Au début, on a quand même passé, je pense, une bonne année à voter. On prenait le temps, qui vote, etc. Et puis la démocratie. On disait que finalement, dans une entreprise intelligente, une entreprise apprenante, à un moment donné, les votes, en fait, on n'aurait plus besoin et que ça devrait se faire ou par des consensus ou des compromis. Je pensais que tu commences à parler des tic-tac-toe. Non. Parce que toi, tu étais quand même assez fort. Ah, c'est faux. C'est faux. Moi, j'avais beaucoup d'idées à proposer. Non, mais du coup, c'était vraiment une évolution constante. Au début, on a vraiment appris ce que c'était voter, etc. On prenait l'avis de tout le monde.
Ensuite, à 17, pour accélérer, on a décidé, OK, maintenant on va plus faire au consensus général. Et finalement, on a fini sur plutôt des compromis avec souvent, du travail sur la problématique plutôt que sur un idéal, on va dire. Moi, l'impression que j'ai eue, maintenant, si je regarde en arrière, avec des compromis, on était comme assez plus rapidement dans la prise de décision. Je ne sais pas si toi, tu as le même sentiment, mais souvent, on était un peu... en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que ça a pris trop le temps, ou c'est trop compliqué à considérer d'eau. Donc, tu étais assez ouvert à la compromis de dire, OK, on fait comme ça, on y va, on enchaîne. Tu vois. Ouais, il faut bien comprendre la terminologie et la différence entre compromis et consensus. Effectivement, consensus, c'est souvent... l'objectif, c'est de ne pas trop toucher les problèmes et d'arriver au but idéal, d'être magnifique, avoir une idée d'ensemble, une vision d'ensemble. Mais dans la réalité d'entreprise, si on a du chiffre d'affaires, etc., il y a quand même une question de travailler sur les problématiques plutôt que sur l'idéal et être un peu plus pragmatique. Peut-être on peut aborder ces 3 mots si ça va pour toi, Robin. Ouais, vas-y. Donc, consensus, concession ou compromis. Donc déjà, concession, on va dire, c'est la phase de préparation. Un jour ou l'autre, on fera tous des concessions. Donc, faire une concession, c'est être prêt et reconnaître le point de vue d'un autre et abandonner notre positionnement, ou en tout cas le réduire, et du coup accepter le point de vue d'un autre plutôt que sur ma personne. Et ça va vous arriver tout au long de votre vie et tout au long de votre vie d'entreprise. Ça, c'est sûr. Pour exprimer, en fait, c'est la préparation au passage vers le consensus ou le compromis. Et il faut bien comprendre que le consensus et le compromis, quand on est en groupe, ça a une grosse différence. Déjà, c'est pas forcément... À la fin, on arrive à une solution ou à une idée, etc. Mais c'est très différent. Donc, par exemple, si on prend le consensus ou le compromis, le consensus, on va identifier... L'idée, c'est vraiment identifier un enjeu. Et le compromis, il va plutôt identifier un désaccord. L'objectif du consensus, c'est établir une position, une vision du groupe et du collectif. Le compromis, on va dire, c'est plutôt résoudre un conflit. On a cette problématique entre nous deux. Comment est-ce qu'on va travailler ? Ça peut se faire entre partenaires, ça peut se faire en groupe aussi. Dans le consensus, on va plus être dans la délibération, écouter le point de vue de chacun, débattre, etc. L'autre, on va être plus dans la négociation. Donc, aller plus vers, OK, mais si je fais ça, moi, j'ai besoin de ça en contrepartie, quel est ton point de vue, etc. Dans le consensus, on va plutôt gérer les divergences. Donc, si on a des points qui sont vraiment clivants et qui se séparent, on va essayer de comprendre ces personnes, bien les capter pour que leurs problématiques leur point de vue soit bien pris en compte. Du côté du compromis, c'est plutôt on va faire plus de consensus. Si tu fais ça, moi je suis prêt à faire ça. Donc ça va être plus chercher les points d'entente que le consensus, c'est plutôt rallier toute une cause vers un objectif. L'idée du consensus, c'est qu'il y ait aussi de l'adhésion. On va éviter les conflits et à la fin, ça a plutôt une posture idéaliste. Que du côté du compromis, il y a plutôt l'idée de trouver une entente entre les deux parties, un règlement, et ensuite on dépasse finalement ces conflits. Donc on travaille sur ces conflits, on les dépasse, et à la fin on a une vision plutôt pragmatique du problème. Ces 2 options qu'on a, il n'y a pas une ou l'autre qui est meilleure, c'est vraiment selon la situation. Je pense qu'au début d'un projet, avoir un consensus pour avoir une vision, c'est extrêmement important. Mais peut-être à un moment donné qu'on rentrera plus dans l'opérationnel, qu'on devra choisir les meubles de son coworking, etc., on va plus rentrer dans des compromis. Ah, ok, tu as besoin de cet espace, je te donne cet espace, en contrepartie, j'ai besoin de ça. Donc, ça dépend vraiment du moment et de la maturité du projet. Et je pense que c'est 2 notions qui sont vraiment à bien comprendre. Et puis, même dans les dernières décisions de groupe que vous avez fait, c'est assez intéressant de se dire, ok, est-ce qu'on était plutôt dans le travail sur un consensus qui est beaucoup plus long, qui demande quand même de créer un peu une vision, écouter tout le monde, etc. Ou plutôt le compromis, où là, les gens vont plutôt trouver un point d'entente et ça peut aller plus vite. C'est pour ça que tu avais sûrement cette impression du compromis était plus rapide.
Mais dans vos dernières décisions, est-ce que vous étiez plutôt sur du consensus ou du compromis? Et prendre conscience de ça, c'est assez intéressant pour adapter ensuite sa stratégie quand on va prendre une décision. Mais sujet assez complexe comme d'habitude. Ouais, je suis en train de réfléchir là. Est-ce qu'on veut partir sur les éléments un peu plus importants pour passer à des décisions? Parce qu'on a quand même vu, on était en Team Academy, on a quand même vécu pas mal de choses. Ça a changé maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même dans des structures un peu plus petites au niveau de ce qui est décision. Donc, ça peut être bien si peut-être on partage un peu des tips, des tricks dans la vie quotidienne que toi tu utilises, que tu as peut-être personnel ou même dans un groupe, quoi. Ou même des outils que tu as implantés dans une équipe, quoi. Alors, moi, personnellement, je dirais que ce qui m'aide à prendre des décisions un peu personnelles, c'est surtout sur des décisions qui vont être sur du long terme, parce que je suis quelqu'un qui arrive assez vite à prendre des décisions personnelles, aller au sport ou des trucs comme ça. Mais je dirais au niveau entrepreneurial, moi, j'aime bien visualiser, avoir une vue d'ensemble de tous mes projets, des plus grosses problématiques, des axes, etc. Et puis voir si ça correspond à ma vision et mon objectif sur 2022, 2023 ou 2024, quoi. C'est à peu près, moi, je dirais, l'outil de visualisation que j'utilise en soutien pour la prise de décision. Ok, ouais. Si moi je peux rebondir là-dessus, pour moi personnellement, qu'est-ce que j'ai dans la préparation que j'ai pensé, c'était quand même, moi j'essaie quand même d'avoir des vues externes encore dans les prises de décision, ou des personnes externes que je consulte. Mais c'est important que d'avoir cette réflexion de pas la personne externe qui te va prendre la décision, elle te va juste donner un avis en plus, quoi. Donc ça peut être une certaine sécurité, mais c'est aussi ça, il faut faire attention que ça ne vienne pas trop, genre on écoute trop l'expert, et puis lui il est expert dans le domaine, et puis tout ce qu'il dit c'est juste en fait. Mais ça pourrait, si on l'utilise le juste, ça pourrait faire le petit truc qui pourrait aider justement à faire des décisions, quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est un peu le feeling ou l'expertise, c'est intéressant d'avoir un point de vue. On va aussi souvent sur les sites web, on a typiquement cette advisory board. Donc c'est des personnes qui sont dans la structure, genre vraiment conseil, quoi. Alors si tu as des soucis ou si tu as quelque chose où tu as besoin justement d'un avis sur une décision, tu peux les consulter, mais après ce qu'il dit c'est pas là. C'est consultatif, vraiment. Ouais, c'est ça, quoi. Soit tu prends, tu essaies de faire quelque chose avec, ou soit tu laisses tomber, quoi. Ça te peut aider. En tout cas, ça, c'est quelque chose que je remarque, que j'utilise quand même pas mal encore dans la vie quotidienne. Si je prends surtout des grandes décisions, quoi, pas justement des petits trucs à côté, à gauche, à droite, quoi. Et pour écouter finalement ces experts, tu fais comment? C'est quel format que tu utilises? C'est des one-to-one. C'est l'entretien one-to-one, ouais. J'aime pas mal l'utiliser, c'est mon oncle en fait qui m'a dit ça une fois que je l'ai consulté, puis il m'a dit j'aimerais bien avoir un sorte de sparring partner en fait, tu vois. Donc bon, ça, là on est dans un autre, là on n'est pas dans la décision, là c'était plutôt dans la challenge en fait, challenge dans le business model ou des trucs comme ça. Donc mais ça pourrait être sorte justement des personnes que tu vois personnellement, et puis tu l'expliques bien les choses, tu le montres, et puis voilà. Alors, si c'est possible, je le fais one-to-one, clairement. Après, ça pourrait être aussi intéressant, je ne l'ai jamais fait vraiment, mais dans un groupe, quoi. Si tu as 2-3 personnes qui viennent dans les différents domaines, ça peut être intéressant de les voir tous ensemble, et puis vous faites un jour une discussion ou un débat, un petit truc sur ça, quoi. Nous, c'est ce qu'on a dans notre advisory board, dans le projet où je suis à la HESSO. On a vraiment ce comité qui vient des gens que c'est des entrepreneurs dans le digital, d'autres qui sont vraiment axés énergie, d'autres c'est des chercheurs, et on a vraiment un board qui est très différencié, etc., avec beaucoup de compétences. Et du coup, c'est assez intéressant de les faire travailler ensemble sur leur rôle et puis sur comment ils voient la décarbonation, etc. Donc nous, on aime bien les faire travailler. Donc vraiment, ils rentrent dans un processus où ils vont proposer des idées, des concepts, etc. Et puis nous, on essaye ensuite de mettre en place ça. Et puis chez vous, c'est comment en fait? Moi, je mets cet aspect là
l'environnement chez vous, c'est quelque chose que vous faites attention à ça, comment vous mettre l'environnement un peu de... Ouais, c'est quand même une groupe, donc quelquefois, il y a tout le monde qui doit se sentir à l'aise, je pense. En fait, ce qui est compliqué, c'est aussi toujours la même chose, c'est take the time, quoi, prendre le temps de faire ça. C'est pas dans le cahier des charges principal, ça c'est sûr. Ok. Parce qu'on a tout un autre réseau à gérer qui fait aussi partie un petit peu de notre réseau, mais effectivement, à un moment donné, le comité de décision, il vient aider, soutenir, proposer des idées, des concepts, etc. Avoir une vie plus méta finalement. Mais c'est vrai qu'on devrait plus les impliquer. Nous, c'est à peu près 1 fois ou 2 fois par année, quoi. Ah, ok. Ouais, ça fait sens, quoi. Yes. Qu'est-ce qu'on a encore? D'autres éléments importants. C'est considérer des risques. Ouais. J'écris ça ici. Donc, c'est aussi quelque chose que je trouve c'est important d'avoir un peu la vue globale en fait de la décision. Qu'est-ce qu'on fait si on fait la décision, dans quelle direction ça va? C'est quoi les avantages, les désavantages, quoi? C'est vraiment avoir un peu une vue, comme tu as dit, peut-être avoir un peu de long terme, quoi. De vraiment être sûr, si je prends cette décision ou ces chemins, si je vais là, qu'est-ce qu'il y a vraiment aussi des risques, quoi. Et puis ça te peut aider en fait aussi de prendre la décision de voir, ok, est-ce que tu es vraiment prêt à prendre ce risque? Est-ce que le input et puis l'output, ça correspond justement à la décision que tu fais? Ouais. Non, c'est vrai que prendre conscience des risques, c'est important. Dur à faire aussi, ça pourrait être un sujet d'un podcast sur la gestion des risques, etc. Mais ouais, visualiser, c'est vraiment un truc pas mal, je trouve. Yes. Yes, comme je pense qu'on a déjà au bout de notre plutôt petit épisode, quoi. Petit épisode, yes. Pour un 50e. on prend une pause. Non. On aura quand même du contenu qui sera produit bientôt. On vous remercie encore pour les écoutes et on remercie aussi le Moxition de nous accueillir. Yes. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Anchor, Spotify, Google Podcast, donc, et puis il y a quoi encore 7 autres chaînes qui existent aujourd'hui. Et YouTube. Yes, YouTube surtout aussi, ouais. Et puis sur les réseaux sociaux, quoi. Soit Insta, Facebook, LinkedIn, ouais, pas de trucs généraux, quoi. Ouais. On n'est pas innovant là-dessus, quoi. Bon, parfait à tous. Merci. Super, beaucoup merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.